* territoire du Wyoming 1879 *. Le vent descendait des montagnes Bighorn, et au bord de la ville de Vallée-Dorée, la sœur du shérif était forcée dans un mariage qu'elle ne voulait pas. Marguerite Étoile se tenait raide dans sa robe ornée de dentelle, les poings serrés contre ses flancs, tandis que le salon se remplissait du parfum de jambon bouilli et de poussière. Son frère, le shérif Samuel Étoile, faisait les 100 pas devant la cheminée, la mâchoire crispée, les bras croisés. Il ne voulait pas la regarder. « Tu pourrais arrêter cela » dit-elle, sa voix basse mais ferme. « J'ai donné ma parole » murmura-t-il. « Tu sais ce que Père a laissé derrière lui. La dette est réelle, et c'est le seul moyen de la régler, en me vendant à un étranger. » Joseph Corbeau, l'homme qu'elle était censée épouser, se tenait près de la fenêtre, tamponnant son front avec un mouchoir. Il était plus âgé, peut-être dans la quarantaine, avec des dents jaunes et une façon de la regarder comme si elle lui appartenait déjà. Il était venu de Cheyenne avec de l'argent et un contrat. Son frère avait signé. « Tu seras bien soigné » dit Samuel, les yeux toujours fixés sur le feu. « Il élève du bétail, possède des terres. Tu ne manqueras de rien. »« Il me manque déjà quelque chose » chuchota Marguerite. La porte s'ouvrit soudainement, le vent déchira la pièce, et un cow-boy entra, de la poussière sur son manteau et une trace de fatigue de la route dans ses yeux. Ses bottes résonnèrent sur le plancher de bois alors qu'il retirait son chapeau, révélant des cheveux noirs ébouriffés et des yeux verts perçants. « J'ai entendu dire qu'il y avait un mariage, » dit-il, la voix calme mais ferme comme un fusil armé. Joseph fronça les sourcils. « Qui diable êtes-vous ? » ?»« Mon nom est Isaïe Berger, » dit le cow-boy. « Et j'ai un problème avec cet arrangement. » Le shérif Étoile s'avança. « Cela ne vous regarde pas, monsieur. Vous n'avez rien à faire ici. » Les yeux d'Isaïe se tournèrent vers Marguerite, et quelque chose dans son visage s'adoucit. « Maintenant si. » Marguerite le regarda, confuse. « Pourquoi ?» Isaïe la regarda directement. « Parce que tu étais mon premier baiser sous le pommier derrière l'école. Parce que je suis partie au Montana chercher du travail et suis revenue trop tard pour arrêter les dettes de ton père. Parce que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je ne vais pas te laisser être remise à un homme qui te traite comme du bétail. » Joseph éclata de rire. « Elle m'appartient maintenant. C'est réglé. » Isaïe s'approcha. « Seulement si elle dit oui. » Marguerite le fixa, bouche ouverte. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre autre chose. Ses mains tremblaient à ses côtés. « Elle ne peut pas dire oui ou non, » aboya Joseph. « Nous avons un accord signé. » Isaïe se tourna vers Marguerite. « Veux-tu l'épouser ?» Elle regarda son frère, le contrat sur la table, le visage suffisant de Joseph. Puis elle regarda Isaïe. Il avait l'air fatigué, poussiéreux et marqué par la route, mais ses yeux étaient fermes. Et elle se souvenait du garçon qui lui avait donné un oiseau en bois sculpté le jour où sa famille avait quitté la ville. « Non, » dit-elle, la voix ferme. « Je ne veux pas l'épouser. » Joseph se jeta sur elle, mais Isaïe fut plus rapide. Son poing rencontra la mâchoire de Joseph avec un craquement solide, envoyant l'homme tituber dans une chaise. Le shérif Étoile tendit la main vers son étui, mais Isaïe leva les deux mains. « Pas d'armes, shérif, » dit-il. « Je ne suis pas ici pour le sang. Je suis ici pour elle. » Samuel hésita, puis baissa la main. « Tu n'arranges rien, Isaïe. »« Je n'essaie rien d'arranger, » dit Isaïe. « Je lui donne juste un choix. » Isaïe se tourna de nouveau vers Marguerite. « Viens avec moi. J'ai un petit bout de terre à l'extérieur de la ville, près de la rivière. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous si tu le veux. Nous pouvons en faire quelque chose d'honnête ensemble. » Marguerite regarda son frère. « Si je pars, vas-tu me poursuivre ?» Il la regarda longuement et intensément, puis secoua la tête. « Tu es une femme adulte, Marie. Je ne t'arrêterai pas. » Joseph gémit du sol. Marguerite l'enjamba sans un second regard. Elle prit la main d'Isaïe. Ils sortirent ensemble dans le vent. Le ciel au-dessus de Vallée-Dorée était vaste et sans fin, et pour la première fois depuis des années, Marguerite sentit qu'elle pouvait respirer. La cabane d'Isaïe était petite mais propre.
Le toit ne fuyait pas, et les planches du sol étaient solides. Marguerite s'assit à la table pendant qu'il faisait bouillir de l'eau pour le café. Ses mains entouraient la chaleur de la tasse qu'il lui passa. « Je pensais ce que j'ai dit, lui dit-il. Je ne te veux pas à cause d'une dette. Je te veux parce que je te veux depuis longtemps. » Elle l'examina attentivement. « Veux-tu m'épouser ?» Il sourit faiblement. « Pas à moins que tu ne le veuilles aussi. » Marguerite regarda par la fenêtre. La dernière lumière du jour teignait le ciel d'or. Ses doigts effleurèrent l'oiseau en bois sculpté qu'il avait trouvé dans son coffre. Il l'avait gardé toutes ces années. « Je le veux, dit-elle. Isaïe leva les yeux rapidement. « Es-tu sûre ?» Elle hocha la tête. « Je préférerais vivre dans une cabane avec toi que dans un manoir avec un homme comme Corbeau. Je veux une vie où je suis vue, où je suis aimée. » Il s'approcha d'elle, s'agenouilla près de sa chaise et prit sa main. « Je te vois, dit-il. Et je t'aime déjà. » Elle se pencha en avant et l'embrassa, ses lèvres douces et sûres. Et pour la première fois depuis la mort de son père, elle sentit que sa vie était enfin la sienne. La rivière derrière la terre d'Isaïe coulait peu profonde à travers les peupliers ce printemps-là, ses eaux claires et froides. Marguerite se tenait au bord un matin, ses jupes relevées haut, ramassant des pierres lisses dans son tablier. Isaïe avait dit qu'il borderait le chemin de la véranda avec elle, peut-être planterait des roses trémières sur les côtés. Elle aimait l'idée d'une maison avec des fleurs. Il fendait des poteaux de clôture près de la crête, les manches de chemise roulées jusqu'au coude, son chapeau jeté sur une souche. Le son de la hache résonnait en rythme lent, régulier comme un battement de cœur. Elle observa un moment avant de se retourner vers l'eau, choisissant une autre pierre avec un bord arrondi et une teinte rouge-brun chaude. Plus tard, elle lui apporta de l'eau dans une tasse en fer blanc, et il s'appuya contre le poteau qu'il venait de poser, la sueur assombrissant le col de son sous-vêtement. « La clôture avance bien, dit-elle en lui passant la tasse. Je pense qu'elle retiendra les chèvres une fois que j'aurai tendu le fil. Tu n'as pas de chèvres. » Il but longuement. « Pas encore. » Elle s'assit dans l'herbe, étendant ses jambes devant elle. « As-tu toujours voulu cela ?» Il s'essuya la bouche du revers de la main. « Une terre à moi, j'ai toujours pensé que ce serait un coup de chance, mais j'ai eu ce lopin pour pas cher d'un homme qui retournait à l'Est. Il disait que les hivers étaient trop durs. » Elle leva les yeux vers le ciel, sans nuages et eau. « Je pense que je pourrais supporter les hivers si j'avais quelqu'un pour les traverser avec moi. » Isaïe posa la tasse et s'assit près d'elle. « Ma mère avait l'habitude de dire, on ne peut pas bâtir une vie sur l'espoir seul. Il faut des mains dans la terre et quelqu'un qui maintiendra le feu quand le vent commencera à hurler. On dirait que ta mère était sage. » Elle l'était. Silencieuse, mais elle ne pliait pas, même quand les temps étaient maigres. Marguerite cueillit un brin d'herbe et le tordit entre ses doigts. « La mienne n'a jamais eu la chance. Elle est morte quand j'avais 9 ans. Après cela, j'ai arrêté de croire que je pourrais jamais choisir quelque chose pour moi-même. » Isaïe tendit la main, non pour la toucher, mais pour poser sa main sur l'herbe entre eux. « Tu m'as choisi. Je l'ai fait. » Elle le regarda pleinement maintenant. « Tu ne le regrettes pas, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête. « Chaque fois que je regarde ce vieil oiseau que j'ai sculpté, je me souviens comment tu as pleuré quand je te l'ai donné. Pas parce qu'il était beau, il ne l'était pas, mais parce que tu pensais que quelqu'un t'avait remarqué. » J'ai pleuré, dit-elle en souriant légèrement. Et je l'ai gardé sous mon oreiller pendant des années. Mon frère pensait que c'était un charme pour éloigner les rêves. Est-ce que ça a marché ? Seulement les mauvais. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le genre qui ne pressait ni ne tirait. Le genre qui semblait mériter. « Je veux commencer à construire l'enclos à poules demain, dit-il enfin. Il y a une femme près de Rollins qui vend des poules. Je pensais qu'on pourrait y aller ensemble et en choisir quelques-unes. » Marguerite hocha la tête. « J'aimerais ça. Je n'ai jamais choisi de poule auparavant. » Eh bien, maintenant c'est ta chance. Alors que le soleil descendait bas, ils retournèrent à la cabane. Il porta la hache et elle porta les pierres du lit de la rivière. Ils ne parlèrent plus jusqu'à ce qu'ils atteignent la véranda. Elle se tourna vers lui. «
Si tu vas continuer à construire des clôtures et des poulaillers, je pense que je devrais apprendre à faire du pain qui ne casse pas les dents. Je mangerai tout ce que tu feras, dit-il. Même si ça pouvait servir de munition ? Il émit un rire silencieux. Ce serait un spectacle. Tu lances tes biscuits, je tire. Elle sourit, et pour la deuxième fois ce jour-là, elle sentit quelque chose se calmer en elle qui ne s'était jamais calmé auparavant. Pas exactement la sécurité, quelque chose de plus silencieux, quelque chose comme l'appartenance. Le matin où ils partirent pour Rawlins, le vent venait de l'ouest, sec avec le parfum de la sauge lointaine. Marguerite montait le second cheval d'Isaïe, une baie au tempérament doux qu'il appelait Alouette, son allure assez douce même sur les plaines rocheuses. Elle portait le vieux manteau de monte de son frère par-dessus sa robe, les manches roulées et épinglées pour s'ajuster. Isaïe avait emballé de la viande séchée et des pommes séchées, et ils les partagèrent en milieu de matinée près d'un creux bas où la prairie s'étendait comme du tissu cousu. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. Isaïe observait la terre comme s'il la connaissait mieux à chaque mile, et Marguerite se laissa bercer par le rythme du cheval. Rawlins était encore à 8 miles quand ils s'arrêtèrent dans un petit ranch sur une élévation, la fumée s'enroulant paresseusement d'une cheminée en pierre. Isaïe descendit de cheval en premier et appela « Madame Rivière ». Une femme sortit avec un tisonnier en fer à la main. Elle était petite, les cheveux gris et épinglés en un rouleau serré, ses bottes incrustées de cendres. « Eh bien, ça alors, Isaïe Berger. Je pensais que tu avais épousé cette fille du magasin général de Lander. » « Elle a épousé un forgeron de l'Utah, dit Isaïe. Voici Marguerite Étoile. Elle est avec moi maintenant. » Marguerite hocha poliment la tête. Madame Rivière plissa les yeux vers elle. « Tu ressembles à la sœur du shérif. Celle dont les gens parlaient la semaine dernière. »« C'est moi, » dit Marguerite en gardant sa voix égale. Madame Rivière regarda entre eux, puis hocha une fois la tête. « Bien. Venez par derrière. J'ai 6 poules qui n'arrêtent pas de se picorer. Vous pouvez choisir. » Ils la suivirent devant une grange avec une enseigne décolorée par le soleil clouée au-dessus d'une porte de grenier. Le poulailler était assis derrière une clôture tordue, des plumes accrochées aux fils et flottant dans la brise. Isaïe s'accroupit pour inspecter les oiseaux, les regardant gratter et caqueter et se déplacer avec méfiance. « Vous avez déjà élevé des poules ?» demanda Madame Rivière. « J'ai seulement aidé chez mon grand-père quand j'étais petit. Mais j'ai construit le perchoir et j'ai la nourriture prête. » Marguerite s'agenouilla près d'une grosse tachetée. Celle-ci a l'air méchante. Madame Rivière rit. C'est Agnès. Elle a survécu à 3 coqs et un renard. Elle te donnera des œufs et de l'attitude. Isaïe leva les yeux. Tu la veux ? Marguerite sourit légèrement. Je pense que oui. Ils en choisirent 4 autres, 2 à plumes rouges, une pâle comme l'os, une autre avec un orteil tordu, et payèrent en pièces et avec la promesse de rapporter un sac de farine de la ville. Madame Rivière aida à emballer les poules dans des caisses, et dans l'après-midi, ils étaient de retour sur le sentier, les oiseaux bruissant et marmonnant derrière eux. Alors qu'ils chevauchaient, Marguerite bougea dans sa selle. « Pensais-tu ce que tu as dit là-bas, que je suis avec toi maintenant ?» Isaïe garda ses yeux devant lui. « Je le pensais. »« Alors je veux être claire, » dit-elle, « je ne veux pas être quelqu'un que tu as sauvé. C'est peut-être comme ça que ça a commencé, mais ce n'est pas comme ça que je veux rester. » Il la regarda, les rênes lâches dans sa main. « Que veux-tu que ce soit ? » Une chose complète. Égale. Travailler ensemble. Il hocha la tête. « C'est ce que je veux aussi. » Ils passèrent un bosquet de genévriers, le parfum piquant, et le soleil glissa derrière eux. Le ciel prit la couleur de pêche mûre, et la terre prit un silence comme un souffle retenu à la fin d'un long jour. Quand ils atteignirent de nouveau la cabane, Isaïe porta les caisses pendant que Marguerite ouvrait le poulailler. Elle mit de l'eau fraîche, et les poules la regardèrent, fatiguées mais curieuses. Agnès picora le sol une fois, puis se pavana comme si l'endroit lui appartenait. Plus tard, Marguerite roula la patte pendant qu'Isaïe allumait les lampes. La cabane scintillait de lumière dorée, et le vent dehors soulevait le bord du toit juste assez pour chuchoter. « Demain, dit-elle en formant la pâte en rondelles, je veux essayer de planter des oignons. »
Isaïe s'appuya contre le cadre de la porte. Nous devrons retourner la terre. Il y a un endroit près de la clôture et qui reçoit une bonne lumière. Elle leva les yeux. Me montreras-tu comment ? Il hocha la tête. En premier. Elle mit le pain à lever et s'essuya les mains sur un linge. Il traversa la pièce et posa une main sur son épaule, ses doigts chauds contre le tissu. Tu avais raison, dit-il. Ce n'est pas un sauvetage. C'est un commencement. Elle leva les yeux vers son visage, et pour la première fois depuis qu'elle était sortie de la maison de son père, elle sentit l'avenir la tirer vers elle, pas loin d'elle. Nous y arriverons, dit-elle. Nous y arrivons déjà, répondit-il. Le premier gel arriva tard cette année-là, se glissant un matin avec un silence cassant qui s'accrochait à l'herbe et frisait les bords des roses du jardin. Marguerite sortit dans son châle et se frotta les bras en traversant le poulailler. Agnès émit un caquettement bas et indigné mais laissa un œuf brun chaud dans la paille. À l'intérieur, Isaïe aiguisait un couteau à tirer près du foyer, le col de sa chemise encore humide du lavage. Le parfum de fer et de cendre persistait dans l'air. Nous devons rentrer les courges aujourd'hui, dit Marguerite en posant l'œuf sur la table. Les feuilles deviennent déjà molles. Isaïe testa la lame contre son pouce. Je vais creuser le reste de la tranchée pour la cave à légumes. Après ça, nous aurons besoin de l'espace quand le froid profond viendra. Marguerite ouvrit le placard et sortit le sac de farine. Je peux commencer à faire sécher les haricots une fois qu'ils sont cueillis. J'aidais les filles de cuisine à l'école à les suspendre avec du fil et des manches à balai. Isaïe posa le couteau à tirer de côté. Tu penses jamais à retourner enseigner ? Elle mesura la farine à l'œil. Pas dans une salle de classe, mais peut-être un jour si nous avons des enfants, je voudrais qu'ils apprennent leurs lettres de moi d'abord. Il se leva et se dirigea vers le poêle, attisant le feu avec une aisance pratiquée. Tu serais douée pour ça. Patiente d'une façon que la plupart des gens ne sont pas. Elle joignit ses mains. Veux-tu des enfants ? Il rencontra ses yeux. Pas parce que je pense que nous devons, mais parce que je veux plus de ceci. Plus de matin avec toi. Plus vers quoi construire. Un silence passa entre eux. Pas incertain, juste plein. Marguerite se retourna vers le bol à mélanger. Alors nous commencerons avec les haricots et les courges. Ils travaillèrent jusqu'à ce que le soleil se lève au-dessus de la crête. La terre était raide mais pas encore gelée, et les bottes d'Isaïe laissaient des empreintes ternes dans le sol. Marguerite attacha son tablier haut et s'agenouilla près des vignes, coupant les tiges avec un couteau courbé qu'elle avait trouvé dans la remise. « Tu penses parfois à ta mère ?» demanda Isaïe en posant les courges dans un sac. « Parfois, » dit-elle. Elle avait une voix comme le vent à travers les roseaux, ne l'élevait jamais même quand père buvait trop ou que Sam rapportait de la boue. Isaïe s'essuya le front avec sa manche. Mon père chantait aux vaches quand il était saoul, très doucement, comme s'il pensait qu'elles jugeraient sa justesse. Marguerite rit une fois. Ont-elles jugé ? À en juger par les rendements de lait, ça ne les dérangeait pas. Elle s'assit sur ses talons. C'est étrange ce dont nous nous souvenons. Isaïe s'agenouilla près d'elle, reposant ses avant-bras sur ses genoux. Je me souviens de ta tresse à l'école. Elle avait toujours des brins de foin dedans. J'avais l'habitude de m'asseoir dans le grenier après les corvées. Ça semblait le seul endroit qui m'appartenait. Maintenant tu as toute une maison, dit-il. Et ta propre crête. Elle tendit la main, essuyant un morceau de terre de sa joue avec son pouce. Et toi ? Il se pencha et l'embrassa, lent et sûr. Ce n'était pas pressé, pas poussé par autre chose que la simple joie d'être là où ils étaient. Quand ils se séparèrent, sa main trouva la sienne dans la terre. Ce soir-là, Isaïe rapporta le dernier bois de chauffage pendant que Marguerite suspendait les haricots d'une longueur de ficelle tendue entre les chevrons. La lumière dehors se ternit en bleu, et le son du vent s'adoucit contre les murs. Marguerite alluma la lampe et se tourna vers lui. « Tu regrettes parfois la piste ?» Il enleva ses bottes, s'asseyant sur le bord du lit. « Parfois, mais ce n'est plus pareil. Avant je montais juste pour sentir que je me dirigeais vers quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Maintenant je sais vers quoi je me dirigeais. » Elle traversa le sol et s'assit près de lui. « Tu l'as trouvé. » Il la regarda, son visage calme mais plein. « Je l'ai fait. »
Elle appuya sa tête contre son épaule, et il tendit la main vers la couverture sans un mot. Alors que le vent s'enroulait autour des avant-toits, ils s'installèrent dans la chaleur de la pièce qu'ils avaient faite, la vie qu'ils avaient choisie. Aucune promesse ne fut prononcée. Aucune n'était nécessaire. Le feu brûla bas, et le silence qui suivit n'était pas vide, mais entier. Au début de novembre, les derniers oignons pendaient des chevrons, tressés en longues cordes qui se balançaient légèrement quand le vent effleurait les joints de la cabane. Isaïe avait fini la cave à légumes, sa trappe ajustée à fleur du sol et scellée hermétiquement avec un verrou qu'il avait sculpté dans des chutes de pin. Marguerite l'avait tapissé de paille et d'étagères pour les bocaux qu'ils avaient remplis, haricots marinés, courges conservées et pommes mijotées au vinaigre. Les jours raccourcirent, la lumière s'amincissant tôt, et chaque soir il travaillait à la lueur des lampes. Isaïe sculptait un berceau de cèdre avec une concentration silencieuse, lissant la courbe de son balancier, quand Marguerite rentra du puits, son châle enroulé contre le froid. Il leva les yeux quand elle posa le seau. « À combien penses-tu » Elle détacha son foulard. « J'ai presque une lune complète de retard. » Il posa le couteau à tirer de côté, ses mains s'arrêtant sur l'arc inachevé du berceau. « Es-tu certaine » Elle hocha la tête, laissant échapper un souffle qui rendit sa poitrine plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « J'ai attendu d'être sûre. Je ne voulais pas parler trop tôt. » Il se leva et vint vers elle, écartant une mèche de cheveux de sa tempe. « Es-tu d'accord avec cela ?»« Je le suis, » dit-elle, sa voix ferme. « Je n'ai pas peur. Pas avec toi. » Il embrassa son front, puis appuya sa joue contre la sienne, la chaleur les ancrant tous les deux. « J'aurai fini le berceau d'ici la fin de la semaine. Tu n'as pas besoin de te dépêcher. Je le veux. » Ils dormirent serrés cette nuit-là, la main d'Isaïe reposant légèrement sur son côté, leur souffle se mouvant à l'unisson. Dehors, la première neige vint silencieuse comme la cendre, posant un silence doux sur la crête. Quand le matin arriva, le monde était blanchi, les arbres nus et glacés de givre. Isaïe pelleta un chemin vers le poulailler pendant que Marguerite mélangeait de la farine de maïs et du saindoux, le parfum de la cuisson s'élevant chaud à travers les chevrons. Agnès refusa de sortir du poulailler, et Marguerite rit, l'appelant une lâche sous son souffle. Plus tard, Isaïe déballa une malle du grenier, celle qu'il n'avait jamais ouverte depuis son retour du Montana. À l'intérieur se trouvaient les cartes de recettes de sa mère, une paire de gants de cuir usés et un paquet de lettres liées avec de la ficelle. Il mit les lettres de côté et tendit les gants à Marguerite. « C'étaient les siens, dit-il. Je pense qu'ils tireront. » Elle en enfila un. « Ils sont chauds. » Elle les portait quand elle marchait le long de la ligne de clôture en hiver. Elle disait qu'ils étaient assez épais pour empêcher le vent de trouver ses doigts. Marguerite bougea ses mains, puis tendit la main vers la sienne. « Quand le bébé viendra, je veux le nommer d'après quelqu'un qui a tenu bon. » Il inclina la tête. « Tu penses à ta mère ? » « Je pensais à la tienne, dit-elle. Mais nous pourrions utiliser les deux. Peut-être pas simplement. Peut-être quelque chose comme Éléonore Ruth. » Isaïe hocha lentement la tête. Ce serait un beau nom. Le berceau prit forme sur des jours de silence enneigé, chaque pièce façonnée à la main, les joints ajustés sans clous. Il huila le bois avec de la cire d'abeille et de l'huile de lin, le laissant sécher près du poêle. Quand ce fut fini, Marguerite le tapissa d'un morceau de courte pointe qu'elle avait assemblé de vieilles chemises, la bleue qu'il portait le jour où il allèrent à Rollins, le coton pâle qu'elle avait porté en faisant leur premier pain. Un matin, elle se réveilla avant l'aube avec une douleur lente dans le dos et une certitude silencieuse que le temps était venu. Isaïe l'aida au lit, alluma chaque lampe et mit l'eau à bouillir pendant que la neige tombait épaisse dehors. Il resta proche, ses mains fermes, sa voix basse. Elle poussa à travers la douleur, la sueur perlant son front, les dents pressées fort contre le lin. Au milieu de la matinée, les cris remplirent la cabane, clairs, forts, indéniables. Il enveloppa l'enfant dans la laine et la plaça dans les bras de Marguerite. « Elle est là, dit-il, sa voix rauque d'émerveillement. Elle est parfaite. » Les yeux de Marguerite se remplirent, non de peur, mais de quelque chose de plus ancien et plus profond, comme une reconnaissance. « Éléonore Ruth, chuchota-t-elle. Tu y es arrivée. » Isaïe s'assit près d'elle, son bras autour de ses épaules, le berceau attendant juste derrière eux. «
La neige tombait encore, mais à l'intérieur le feu brûlait vif, et l'air était chaud de nouveaux souffles. Les années passèrent. Le jardin grandit vers l'extérieur, bordé de clôtures plus hautes et bordé de lavandes. Isaïe construisit une deuxième pièce sur la cabane, puis une troisième. Marguerite enseigna à Éléonore ses lettres à la lumière du feu, traçant des mots avec son doigt pressé sur la page. Isaïe lui montra comment poser un poteau de clôture droit, comment tenir fermement un marteau. Les voisins vinrent au printemps pour aider à élever une grange et restèrent pour le ragoût épaissi de haricots et de thym sauvage. Le frère de Marguerite, Samuel, visita une fois, chapeau à la main, sa voix plus silencieuse qu'avant. Il apporta du tissu pour l'enfant et resta pour le souper, dormant sur le banc de la véranda avec une couverture bien serrée. Éléonore grandit grande et sur deux pieds, rapide à rire, lente à la colère. Elle favorisait la constance silencieuse de sa mère mais la façon de son père d'observer la terre comme si elle parlait dans une langue faite juste pour lui. Isaïe vieillit dans les rides autour de ses yeux, ses cheveux tissés d'argent. Les mains de Marguerite devinrent calleuses et sûres, sa voix basse et égale, usée de la façon des femmes qui ont choisi leur vie pleinement et sans regret. Un soir, longtemps après le premier gel du 15e hiver, Isaïe la tira près de lui sur la véranda alors que les étoiles sortaient. « Tu penses parfois à ce qui serait arrivé si je n'étais pas entrée dans ce salon ?» demanda-t-il. Elle se pencha contre sa poitrine, son souffle chaud contre son col. « Non. Je ne pense qu'à ce qui s'est passé. » Il embrassa sa tempe, ses cheveux encore doux sous ses lèvres. « Tu m'as sauvée tout autant. » Elle sourit contre lui. « Nous avons construit quelque chose de mieux que le sauvetage. » Et il l'avait fait, une vie façonnée non par l'évasion, mais par le choix. Le vent passa sur la terre, balayant des montagnes, et les étoiles clignotèrent ferme au-dessus. À l'intérieur, le berceau était assis vide maintenant, rangé dans le coin avec une courte pointe pliée proprement dessus. Le feu crépita bas, et les fenêtres brillaient dorées contre l'obscurité. Ils restèrent comme ça jusqu'à ce que le froid s'approfondisse et que la nuit s'installe complètement. Deux âmes enveloppées dans la vie qu'ils avaient faite. Main dans la main, cœur à cœur, ensemble.